Alors, salutations à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Podcast Junior, une émission consacrée aux actualités dans le monde du hockey junior, particulièrement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et comme à l'habitude, je suis en compagnie de mon comparse Maxime Larouche en direct sur Skype. Salut Max. Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ouais, super. Alors, on est rendu juste pour donner une petite indication là, dans le temps. On est rendu aux séries de troisième tour au quart et d'as dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il reste donc 4 équipes. L'Armada de Blainville-Boisbriand qui va affronter les surprenants Islanders de Charlottetown. Et dans la deuxième série, ça va être deux très bonnes équipes. Ça va être probablement la meilleure série des deux. Le Titan de Batters contre les Tigres de Victoriaville. Alors, on va parler un peu des séries de premier et de deuxième tour afin de voir un peu comment on a pu en arriver jusque-là. Max, si tu le veux bien, on peut faire un petit close-up sur la saison des Foreurs et parler de l'Armada en même temps. Ça a été une série, à mon avis, quand même bien disputée par les Foreurs, bien qu'ils ont perdu là, en 4 matchs. Là, ça a été quand même, il y a eu un bon effort du côté de Val-d'Or. Ouais, on s'attendait à un balayage et il est arrivé ce balayage-là. Par contre, on a eu droit à des matchs beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Vraiment, les Foreurs qui ont bien vendu leur peau dans cette série-là. Très surprenant, les Foreurs, honnêtement, une jeune équipe. On sait, la fin de saison, on peut la qualifier vraiment de médiocre. Du côté des Foreurs, vraiment, on a fait les séries un petit peu par défaut parce que les deux équipes qui n'ont pas fait les séries perdaient tout autant que les Foreurs. Donc, là, on arrive en série contre la meilleure équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et lors du premier match, on amène ça en prolongation. On a même out-shooté l'Armada, obtenu plus de tirs que l'Armada dans au moins un match de cette série-là, si ma mémoire est bonne. Donc, vraiment, les Foreurs qui ont bien vendu leur peau. OK. Et est-ce qu'il y a de performances de joueurs en particulier qui t'ont marqué? Ben écoute, je pense qu'on peut pas passer à côté de Mathieu Marquis. Lui, son histoire est incroyable. Arrive à Val-d'Or en tant que gardien de 18 ans d'âge junior, recru, gardien de but, un natif de Val-d'Or, et là en série, il y a beaucoup de misère à la meilleure équipe de la LHJMQ. Donc une belle histoire. Sinon, il y a quelques joueurs honnêtement qui ont très bien fait. Je dirais que vraiment le jeu d'équipe en général qui était très surprenant. Je tiens à féliciter l'entraîneur-chef des Foreurs par intérim. Probablement qu'on va en trouver un autre. Pour ça, on aura l'occasion d'y revenir au courant de l'été. Mais Pascal Daou qui a fait un bon travail pour s'adapter au jeu de l'Armada, pour s'adapter à l'Armada qui est une meilleure équipe que les Foreurs sur papier. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment, c'est l'écart au niveau du meilleur pointeur des Foreurs, du meilleur pointeur de l'Armada était vraiment incroyablement grande. Et là, on réussit à tenir cette équipe-là dans une série 4-7. Seulement 4 matchs, mais comme je l'ai dit, ça a été des matchs très serrés. Et ça, je pense qu'on peut féliciter pas seulement un joueur, mais bien l'ensemble de l'équipe à ce niveau-là. Oui, parce que si on regarde au niveau des buts marqués, le plus gros écart, la plus grosse défaite, c'est le deuxième match qui s'est terminé 5-1 pour l'Armada. Ça, c'est la plus grosse. Là. On était habitués, écoute, je me souviens, il y a 2 ans, quand les Huskies avaient joué contre les Voltigeurs au premier tour, écoute, on parle de des matchs de 8-1, 9-1, 8-0, là, genre des chiffres comme ça. Là, donc, voir des 3-2, 4-2, c'est quand même... Même il y a des gens parfois qui remettent le système de séries éliminatoires en question, le 1-16, étant donné que l'écart est souvent extrêmement grand entre les deux, ben l'équipe qui finit 16e, elle se fait massacrer en première ronde. Donc des fois, les gens se disent ben qu'est-ce que ça donne en fait là, d'avoir ces équipes-là en série d'abord, mais on a eu un bon affrontement cette fois-ci quand même, qui a respecté la logique, mais qui était quand même de qualité. Exactement, un bon spectacle, autant pour les partisans de l'Armada, parce que voir ton équipe gagner 8-0, honnêtement, je trouve que c'est pas quelque chose de si le fun que ça. Voir ton équipe disputer un bon match serré, gagner en prolongation, aller voir une partie de hockey junior. Oui. Si on fait, Bathurst, Chicoutimi, pas nécessairement obligé d'en parler. Si on va à une série surprenante, Moncton contre Rimouski. La logique qui n'a pas été respectée. Les Wildcats qui ont remporté une
très bonne série en 7 parties. Pour ceux qui ont suivi cette série-là entre ces deux équipes, ça a été vraiment enlevant. Là, on s'est partagé des victoires de chaque côté. Ça a été pas mal, à mon sens, la série la plus excitante en première ronde, peut-être avec Rouyn-Noranda et Sherbrooke, mais peut-être la série qui a remarqué cette première ronde-là. Ouais, j'ai devant moi justement en ce moment les statistiques des joueurs des Wildcats de Moncton. Donc, la plupart qui ont joué 12 parties, ça compte également la série de deuxième tour face à l'Armada. Mais tu as des gars comme James Phelan qui a 9 buts, 4 passes en 12 parties, un total de 13. De ça, tu as Nicholas Welsh, 12 points en 12 parties. Jérémy McKenna, 11 points en 12 matchs. Daniel Miromanov, 10 points en 12 matchs. Donc, des joueurs qui ont vraiment produit offensivement, qui ont permis à leur formation de vaincre une excellente équipe en l'Océanique de Rimouski. Par contre, ce que je disais avant cette série-là, s'il y a une surprise à y avoir, je pensais que ça allait vraiment être dans cette série-là parce que tu as les Wildcats de Moncton qui ont terminé relativement bas au classement. On avait parlé lors du dernier podcast que c'était pas vraiment dans les attentes de voir les Wildcats terminer aussi bas. On a l'Océanique, au contraire, qui a terminé très haut au classement, plus haut que les attentes. Donc, je pense qu'on était en droit de s'attendre à une série serrée, et c'est ce qu'on a eu, et on a eu droit à une belle surprise, mais je pense qu'il fallait vraiment s'y attendre. Ben, faut pas oublier, et ça, tu fais mention du dernier podcast, j'en avais parlé aussi, les Wildcats ont été premiers au classement pendant peut-être les 3, 4, 5 premières semaines de la saison. Écoute, j'ai pas les chiffres exacts, mais ils ont été un bon bout de temps en tête là, dans la ligue. Donc, c'est quand même... ils n'ont pas réussi à maintenir cette cadence-là pendant la saison, mais ce sont des performances qu'un coup que tu as vu l'équipe en question être capable de livrer des performances comme ça, ben pourquoi on ne serait pas capable de les reproduire à un certain moment? Et selon moi, c'est ce qui est arrivé parce que on parlait de l'Océanique de Rimouski comme la meilleure défense de la Ligue. Défensivement, en fait, au niveau des buts accordés. Le gardien Colton Ellis a beaucoup à avoir là-dedans, mais si on regarde les victoires des Wildcats, 4-1, 6-2, 2-1, une victoire un peu plus serrée. 6-3, on a réussi à percer cette fameuse défensive-là des Wildcats. Et on savait que c'était une équipe qui était quand même en mesure là, de marquer des buts, mais normalement, c'est plutôt les défensives en séries éliminatoires qui ont tendance à prendre le dessus. Oui, je t'avais perdu, là. Ah. OK. Tu m'entends? Oui, moi je t'entends bien. Ouais, là, Qu'est-ce que t'as manqué? Qu'est-ce que t'as manqué que je puisse... Tu es en train de nommer les victoires. En fait, c'est que les victoires des Wildcats, en fait, je disais qu'il y avait des 4 buts, 5 buts, 6 buts. On sait que c'est une équipe qui était capable de marquer des buts, mais normalement, en séries éliminatoires, ce sont les défenses qui prennent le dessus la plupart du temps, donc ils ont quand même été en mesure de percer cette fameuse défensive-là de l'Océanique. Un excellent point. Comme je le disais, j'ai nommé les meilleurs pointeurs des Wildcats qui ont très bien fait, mais ça a également été quand même réparti à ce niveau-là. Mais je pense à des gars, par exemple, comme Anderson McDonald, qui ont seulement 2 points. C'est dans l'ensemble des séries que les Wildcats ont disputées. Je pense que si des gars comme Anderson McDonald avaient produit davantage, on aurait pu tenir notre bout face à l'Armada. Oui, possiblement. Et écoute, je lui lance pas la pierre. J'en parle à peu près dans tous les podcasts parce que c'est un joueur que j'adore. Mais Jacob Pelletier n'a pas connu des grosses séries. Je sais qu'il y a un match de 3 points contre l'Océanique, je pense le premier match. Puis après ça, en tout cas au niveau de la feuille de pointage, on l'a presque pas vu. Aucun point dans la série contre l'Armada, si ma mémoire est bonne. Alors, écoute, c'est un jeune de 16 ans aussi. Ça, je pense que ça fait partie de l'apprentissage, mais... Bref. D'ailleurs, tant qu'à être là-dessus, sur la série de deuxième tour, les Wildcats n'ont été que passagers là, face à l'Armada qui a gagné facilement en 5 parties. Oui, honnêtement, je m'attendais à une série quand même serrée à ce niveau-là. Par contre, j'en ai parlé il y a quelques secondes à peine. Des gars comme Anderson McDonald qui n'ont pas step up, qui n'ont pas pris la coche qu'il aurait fallu qu'ils prennent pour amener leur équipe à un second niveau. Donc, Moncton qui a réussi à remporter un match aurait pu réussir, selon moi, à remporter 2-3. On voyait que souvent, c'était serré le jeu. Par contre, la différence, c'est que l'Armada était capable de saisir ses chances que les Wildcats n'ont pas toujours été en mesure de faire. Donc, en début de match, de saisir ces chances-là, ça aurait pu permettre aux Wildcats de récolter
une victoire de plus, peut-être même 2, mais c'est des choses qui n'ont pas de la finition vraiment qui a manqué pour être capable de mettre plus de victoires au compteur. Ouais, j'avais une discussion aussi avec Mathieu Vachon il y a quelques semaines, en fait, et avant le début des séries. Et non, en fait, pendant la série contre Rimouski, il me disait que les Wildcats vont aller aussi loin que Mark Bauer va les mener. Et semble-t-il que face à l'Armada, ils ont été malheureusement à court de miracle, qui avait été excellent là, contre l'Océanique. Et je parlais tantôt des pointages un peu avec des écarts incroyables. Et on a eu ce genre de série-là en deuxième ronde. Si on regarde les scores du 6-1, 9-3, 7-1, 8-3, ça ressemble vraiment plus à ce qu'on verrait dans une série de premier tour. Donc, je pense qu'on peut vraiment parler là, d'un écart important. Oui, exactement. Les gardiens qui sont toujours très importants en série. Oui. On va conclure le premier tour avec les 2 séries qui se sont jouées en 7 matchs. Après ça, on poursuivra le deuxième tour. Rouen contre Sherbrooke, une des 3 séries qui s'est terminée en 7 parties à l'avantage du Phoenix dans disons une controverse. Ça a été, c'est pas une surprise, on s'entend ça me fait toujours un peu rire quand les gens disent ah ouais mais ça a été une surprise, mais c'était la série 7 contre 10 là, un moment donné, je veux dire c'était pas non plus 4 contre 13 là, mais bon, le Phoenix qui a remporté cette série là finalement, qui menait à un certain moment, ce sont les Huskies qui menaient à un certain moment la série 3-2. Et finalement, Sherbrooke qui a remporté les matchs 6 et 7 pour finalement remporter la série. D'ailleurs, ça, je serais intéressé de faire l'étude à un moment donné. L'équipe qui gagne le match 6 et qui provoque le match 7, la plupart du temps, va gagner le match 7. C'est très rare qu'une équipe crée l'égalité 3-3 et va perdre le match 7. Et la logique a été respectée cette fois-ci. Et tu as abordé la controverse. Je suis surpris qu'on n'en a pas tant entendu parler dans les jours suivants. Sérieusement, je serais attendu à ce qu'on en entende davantage parler. Moi aussi. Il faut croire que ça s'est étendu assez rapidement. Par contre, il y a des mesures qui vont devoir être prises par la Ligue à ce niveau-là. Mais quoi? T'sais, au niveau des officiels, c'est vrai que c'est des humains comme tout le monde. Donc, honnêtement, je suis pas... J'ai pas le secret à ce niveau-là. Je connais pas les mesures qu'on devrait prendre au niveau de la LHJMQ, mais c'est sûr qu'une situation comme ça est extrêmement désolante. Et je suis un gars de Val-d'Or, je prends pas la défense. Je trouve juste si ça avait arrivé à n'importe quelle équipe, je pense que n'importe qui est en mesure de condamner ce genre d'événement-là, parce que c'est quelque chose qui a vraiment fait changer la série de côté, que on ne sait pas ce qui serait arrivé sans ce coup de bâton-là qui n'a pas été appelé par un officiel, mais on a une maudite bonne idée. Là. Ouais, écoute, je me plaisais à dire, en fait, il n'y a rien qui... admettons que Luke Green obtient un 4 minutes, ce qui serait arrivé logiquement. Ça ne veut pas dire que Rouen marque et qui gagne le match. Peut-être que Sherbrooke aurait marqué en désavantage numérique, peut-être que Sherbrooke aurait survécu à la pénalité et marqué tout de suite après. Et même si Sherbrooke a gagné ce match-là, rien n'empêchait les Huskies de gagner le match 7 3 jours plus tard. Là, c'est pas ça le point, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut savoir aussi que Sherbrooke a gagné sur la séquence qui a suivi la pénalité qui n'a pas été appelée. Mais si les Huskies se retrouvent en avantage numérique là, le but qui a donné la victoire au Phoenix n'arrive pas. Ou en tout cas, surtout probablement pas de cette façon-là. Donc l'histoire aurait été différente à ce niveau-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que les Huskies auraient gagné, mais bref. C'est terrible en plus parce que c'est un match qui était présenté à TVA Sport. Donc on a droit aux 8 angles possibles. Écoute, c'est incroyable. Et en plus, moi, je me dis souvent, ça arrive, des fois, tu vas avoir un jeu qui va être, en fait, un événement qui va être derrière le jeu, donc que ça se peut que personne ne l'ait vu. Mais en même temps, là, l'action était vraiment là. Les 4 officiels se sont consultés
et ont décidé de rien appeler quand le gars a un nez cassé. Là, je veux dire, son nez n'a pas explosé tout seul. Là, je veux dire, ça, c'est vraiment la chose que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est dit entre les 4 officiels, comment ils ont pris la décision. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir. Mais c'est clair qu'au niveau de la LHGMQ, on va protéger les officiels et avec raison. Oui. Parce que ça reste. Ces officiels-là sont tes employés, c'est eux qui tu dois les garder de ton côté. C'est ton boulot. Donc, on peut blâmer la LHGMQ de protéger les officiels, mais est-ce que c'est vrai que c'est des humains qui peuvent faire des erreurs? Oui, c'est absolument vrai. Mais comme tu as dit, j'aurais aimé ça, en savoir plus sur le raisonnement qui a mené à la décision et à tout ce qu'il en est. Ouais. Il faut pas oublier que, contrairement aux arbitres professionnels, ces gars-là, je veux dire, ils ont un job comme moi puis toi, là. Je veux dire, mettons qu'il travaille dans un bureau à tel endroit, ben, il fait sa journée de job, 2h30 d'auto pour descendre à Sherbrooke pour aller arbitrer le match, puis il retourne après. Là, je veux dire, c'est un horaire de fou là, pour la personne d'être un arbitre dans la LHGMQ, et ça, je peux très bien comprendre ça. Mais, je sais pas, disons que cette erreur-là est assez monumentale, là. Soyons honnêtes. Là. Donc, peut-être que la solution à ça serait quoi? Permettre des reprises vidéo au niveau des punitions. C'est... Juste en série, en saison aussi, juste dans les matchs importants qui seraient jugés par un comité, je sais pas. Ah, c'est très épineux comme situation. Exactement, c'est extrêmement épineux comme situation. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Je ne sais pas, mais je pense la Ligue les dirigeants doivent avoir des discussions à ce sujet-là. Et je pense que personne de l'organisation des Huskies qui vont pousser justement pour que la Ligue soit amenée à avoir ces discussions-là et à essayer de trouver des pistes de solutions. Si on n'en trouve pas, si on ne voit pas ce qui pourrait être le meilleur pour la LHGMQ, bon, ben au moins on aurait essayé. Mais je pense que c'est important de justement essayer. Oui, bien raison. Et ça me rappelle d'ailleurs, si on se souvient, il y a 2018, ça veut dire il y a 5 ans, lors de la série demi-finale, la première série demi-finale qui avait opposé l'Armada au Drakkar, dans un match numéro 5, il y avait eu ce fameux but hors-jeu de Valentin Zykov en prolongation, donc qui avait mis fin au match. Et vraiment, là, je veux dire, c'est même pas une question d'interprétation. Là. Si tu vois la séquence vidéo, écoute, il y a un hors-jeu de 6 pieds. Là. C'est grave. Là. Et qui n'a pas été appelé. Et finalement, par la suite, après les séries, la Ligue a adopté un règlement qui fait que chaque but qui est accordé doit être vérifié, ou en tout cas c'est quelque chose comme ça. Et bref, là où je veux en venir, c'est que suite à une controverse, on a modifié ou créé un règlement dans les circonstances. Alors, et ça s'est déjà vu par le passé, donc est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau à cause de cet événement-là? Peut-être bien. Exact, on doit s'adapter au niveau de la LHGMQ. Ouais. Si on regarde au niveau hockey, là, vraiment, afin de conclure sur cette série-là, le Phoenix qui gagne une première série depuis son arrivée dans la Ligue il y a maintenant, c'est la 6e saison du Phoenix, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la première fois qu'on remporte une série dans l'histoire. C'est quand même un moment important pour cette équipe-là. Ouais, c'est sûr que. Puis je suis content, honnêtement, pour les partisans du Phoenix qui ont enfin la chance de vivre une véritable expérience en série, même la chance probablement d'en reparler tout à l'heure du balayage face aux Titans. Par contre, je suis content pour les partisans du Phoenix qui ont eu la chance de voir leur équipe remporter un match numéro 6 à la maison en prolongation et de probablement suivre leur équipe à l'extérieur qui va remporter un match numéro 7. Donc, je pense que sérieusement, je suis content pour les partisans du Phoenix et puis je pense qu'ils vont avoir la chance, comme les partisans de chacune des équipes, de pouvoir suivre un cycle du junior et de voir un jour leur équipe batailler pour les grands honneurs. Et pour vrai, je pense que c'est important pour les partisans d'avoir vécu cette expérience-là.
En effet, je suis très d'accord avec ça. Et on va conclure notre série de premier tour avec la dernière série qui s'est jouée en 7 matchs. Rempart de Québec contre Islanders de Charlottetown. Là, moi, je me rappelle très bien, là, dans le premier podcast, le premier podcast de la saison, j'avais dit les Islanders de Charlottetown vont probablement être l'une des pires équipes au Canada et ne feront probablement pas les séries. Et ils m'ont fait mentir toute l'année parce qu'ils ont fini au milieu du classement. Et là, ils sont rendus au carré d'as. En plus d'avoir sacré une volée au Moussets en deuxième ronde, mais on y reviendra plus tard. Et avant tout, ils avaient passé les remparts de Québec en cette partie. Ils ont fait mentir bien des gens, ces Islanders-là, parce que je me rappelle ma prédiction au premier tour. Je crois que j'avais dit rempart en 5 ou 6 maximum. Et là, les Islanders qui viennent les battre. Au deuxième tour, je dis Halifax en 5. Et là, les Islanders qui viennent les battre 4-0, les balayer. Chapeau aux Islanders, tout simplement. Je pense qu'il y a des gars là-bas qui font un excellent travail. Je pense notamment à Pascal Laquin. J'ai ses statistiques devant moi. Un différentiel de plus 14. 8 buts, 5 passes pour 13 points en 11 parties. Un peu plus bas, 7e pointeur des présentes séries, Nikita Alexandrov. 13 points en 11 parties. Passe. Je descends encore un petit peu. On a Daniel Hardy, Keith Getson. On continue de descendre et il y en a d'autres, des joueurs des Islanders qui font un excellent boulot. Donc, sérieusement, tout ce que j'ai à dire, je pense que c'est chapeau aux Islanders qui sont véritablement l'équipe Cendrillon des séries 2018 de la LHJMQ. Et je pense que ça en prend des surprises comme ça. C'est un bon spectacle. J'ai parlé tantôt des partisans du Phoenix pour lesquels j'étais content. Et bien là, je suis très content pour les partisans des Islanders qui sont en train de vivre toute une expérience avec leur équipe. Je suis persuadé que même les partisans des Islanders en début de saison ne s'attendaient pas à grand-chose de leur formation préférée. Et puis là, on voit où ils en sont rendus. Je suis très heureux pour eux. C'est tout à fait bien de le mentionner parce que, écoute, le Rocket a déménagé de Montréal à Charlottetown. Écoute, je sais plus exactement quand. Ils sont arrivés en 99. Ils ont joué comme 3-4 ans à Montréal. Il me semble 4 ans. Donc, on parle de peut-être 2002, 2003, 2004, là, qui sont, depuis ce temps-là, qui sont à l'île du Prince-Édouard. Et l'an dernier, c'était la première fois qu'ils atteignaient le 3e tour. Donc, en plus de 10 ans, ils n'avaient jamais atteint le 3e tour. Et là, le font 2 années de suite. Donc, s'il y a bien des partisans qui n'ont pas... je dirais les partisans les moins chanceux historiquement dans la LHJMQ, c'était pas mal les partisans de l'île du Prince-Édouard. Et là, sont dans un... excusez, c'est un haut cycle, si on veut, malgré qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs de l'an dernier. D'ailleurs, je me plaisais à regarder la formation, mais écoute, les joueurs importants de l'an passé, il en reste un, là, vite de même. Il reste Pierre-Olivier Joseph, c'est tout. Parce que Daniel Sprong, puis là, Philippe Schlappick, François Beauchemin, Nicolas Meloche, Guillaume Brisebois, Carl Neal, qui jouait là aussi. Écoute, c'est genre les 4 premiers défenseurs et le top 6, puis peut-être même une partie du top 9, c'est tout plus là. Getson était là, mais c'était pas un joueur important à ce moment-là. Même chose pour Aquin. Écoute, ils ont perdu tellement de joueurs et pourtant ils sont encore là. C'est une belle histoire. Oui, absolument. On passe au deuxième tour. Oui, on peut faire ça. Parfait. On avait parlé donc déjà de la série Armada Wildcats. Donc, pour la première fois, on va parler du Titan qui s'est relativement aisément débarrassé du Phoenix de Sherbrooke en 4 parties. Donc, des pointages là, de 5-1, 5-1, 5-0, 3-2. Le Phoenix qui a tenté de résister au dernier match là, à la maison, a échappé le match finalement en prolongation. Mais c'est une machine très bien huilée qu'est celle du Titan de Batters. On parle beaucoup des Tigres de Victoriaville, mais en deuxième moitié de saison, le Titan a été extraordinaire. Ouais, là je regarde les statistiques encore une fois, elles sont devant moi. Premier pointeur du Titan à égalité avec le défenseur Olivier Galipeau. Jeffrey Truchon-Viel, en 10 parties jouées, 6 buts, 4 passes, un total de 10 points, donc 1 point par match. Mais là où je vais apporter votre attention, je vais vous dire les points en descendant des joueurs. 10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 6.
Et là, ça descend. Donc, des gars comme Trichonville, Galipo, Balmus, qui connaît l'excellente série, Samuel Asselin, Jordan Meyer, Antoine Morin, qui a 8 points en 10 parties. C'est vraiment... on a également Adam Holwell un peu plus bas, German Rupstop qui a seulement 5 points en 9 parties. Vraiment une profondeur exceptionnelle du côté du Titan. Et je pense que si on a à se rendre loin en série, c'est déjà fait en se rendant en demi-finale, mais c'est justement à cause de cette profondeur-là. Oui, on a des attaques importants qui peuvent faire mal aux équipes adverses, mais on en a beaucoup d'attaquants comme ça. Donc, plusieurs gros trios qui marchent, une défensive extrêmement solide. Et donc, je pense que la profondeur du Titan n'est pas à négliger dans une série. On va en reparler tout à l'heure, mais face aux Tigres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Là. Et d'ailleurs, les Tigres, c'est à mon avis, l'autre équipe là, qui a le plus de profondeur, qui est la mieux balancée au niveau de ses trios, de ses paires de défense, des joueurs qui sont capables d'apporter de la production à un certain moment. Le Titan qui a, à mon avis, la meilleure défensive de la Ligue, en tout cas certainement le meilleur Big Three avec Hallwell, Dobson et Galipo. Disons que c'est assez difficile à battre, merci. Et bon, évidemment, ce sont, comme je disais, là, ce sont des parties là, du Phoenix assez rapidement et là qui devront vraiment avoir un premier test, là, et j'appelle plus ça un test en fait face au Tigre, là, ça va être une excellente bataille, une série vraiment à suivre. On a évoqué relativement rapidement la série tantôt entre les Islanders et les Mooseheads. Les Islanders qui se sont sauvés par la porte d'en avant avec une victoire en 4 matchs, un balayage. Comme on n'en a pas vu beaucoup cette année en séries éliminatoires, il y a eu seulement un balayage en première ronde et 2 en deuxième ronde. Et donc les Islanders qui se sont facilement départis des Mooseheads. Tu l'as dit, une surprise. Et là, j'ai encore une fois les statistiques des joueurs des Mooseheads devant moi. Et honnêtement, il y a plusieurs joueurs qui ont bien contribué offensivement. Le meilleur pointeur, Arnaud Durando à égalité, avec Philippe Zalina, 12 points chacun. On descend Xavier Parent avec 11 points en 9 matchs. Il a connu des excellentes séries, celui-là. Ensuite, Maxime Fortier, qui en était à ses derniers milles dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec, 8 points. Jacques Chaîné, 8 points. Benoît-Olivier Gros, 8 points. Donc, plusieurs joueurs qui ont contribué offensivement, mais ça n'a pas été assez pour les Mooseheads. Et là, je vais aller regarder les statistiques des 2 gardiens qui ont été utilisés. Donc, Alexis Gravel, qui a été le gardien le plus utilisé du côté des Mooseheads, qui a joué 467 minutes et qui a arrêté 232 rondelles sur un total de 253 tirs. Un pourcentage d'arrêt de 91%. Donc, c'est pas mauvais, mais ça aurait pu être mieux. Dans un contexte de junior, c'est ça, c'est pas mauvais, mais ouais. Vas-y, conclue sur ce que tu voulais dire, puis je renchérirai après. On a aussi Blade Mandixon qui a été moins utilisé, 80 minutes, donc un match et des poussières. Lui, par exemple, ça a moins bien été, une moyenne de 4,53, un pourcentage d'arrêt de 87. Donc, pour lui, ça a moins bien été. Mais si on va regarder devant le filet, là, on a Matthew Welch qui a seulement accordé 28 buts au total dans les séries jusqu'à maintenant. Un pourcentage d'arrêt, lui, de 921. Une moyenne de buts alloués de 2,53, excusez-moi. Lui qui connaît d'excellentes séries. Du côté où c'est joué la série, selon moi, c'est vraiment au niveau des unités spéciales. Par contre, si on regarde au niveau de l'avantage numérique, on a les Islanders de Charlottetown qui sont 2e et les Mooseheads Halifax qui sont 3e. Par contre, la différence est vraiment au niveau du pourcentage d'efficacité, malgré une petite position de différence. 34,4% d'efficacité en avantage numérique pour ce qui est des Islanders, 22,2% pour ce qui est des Mooseheads. Donc, je pense que si on avait à décider, si on veut, d'un endroit où ça s'est joué, c'est à ce niveau-là. Si on va au côté du désavantage numérique, les Mooseheads qui sont 17,8%, et on va voir du côté des Islanders, eux qui se retrouvent au 5e rang du classement avec 84%. Donc, si tu veux vraiment mon avis, je pense que ça s'est joué au niveau des unités spéciales, cette série-là.
c'est une bonne analyse. Je dirais, en tout cas, moi j'ai pour mon dire que les chiffres ne mentent pas, en tout cas pas souvent. Et certainement à ce niveau-là, les Islanders ont eu un avantage net là, sur les Mooseheads. Et c'est court, hein? Même 7 matchs, là, c'est pas très long et c'est important de gagner cette bataille-là le plus possible parce qu'un match où on a 4-5 avantages numériques, on ne réussit pas à marquer, tandis que l'autre équipe va marquer un but ou deux en 3 ou 4 occasions, ben tu viens peut-être de perdre le match là-dessus. Là. Et là, je voulais en venir tantôt quand tu parlais des gardiens. Je ne pas dire que c'était prévisible dans le cas d'Alexis Gravel, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Olivier Rodrigue. Là, des fois, on peut peut-être douter à l'occasion. Là. Disons qu'il connaît sa part de mauvais matchs là, à l'occasion. Oui, je pense que c'est compréhensible pour un jeune gardien, je veux dire, seulement 17 ans. Donc, est-ce que les Mooseheads auraient pu y aller avec l'acquisition d'un gardien d'expérience, un bon gardien? Ben, la réponse, je pense que c'est non, tout simplement parce que c'est l'an prochain qu'on va y aller avec vraiment qu'on va viser le championnat. Ben, les Mooseheads vont avoir la Coupe Memorial aussi, faut mentionner. Là, donc, si on parle d'une participation automatique. Là, c'est ça. Pour conclure avec notre deuxième tour, avant de passer à nos prédictions pour le Carré d'As, alors une série fort intéressante qui malheureusement du côté des résultats l'a peut-être été moins qu'on pensait, mais bref, les Tigres de Victoriaville face à leurs éternels rivaux de l'autoroute 20, les Voltigeurs de Drummondville. Et après que les Voltigeurs aient remporté le premier match, eh bien les Tigres ont remporté les 4 suivants et ce fut une victoire en 5. Ouais, et ça c'était... Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une série rapide comme ça? Écoute, les Tigres sont une machine bien huilée par les temps qui courent. Et là, j'ai encore une fois des statistiques devant moi. Et encore une fois, on peut voir comment est répartie l'attaque. Beaucoup pensaient que le trio de Vitaly Abramov, Ivan Kosarenkov et Maxime Comtois allait être surutilisé. Par contre, si on regarde au niveau des statistiques, vite comme ça, Maxime Comtois, tu me dirais qu'il est placé où chez les Tigres au niveau des meilleurs pointeurs? 5e. Eh bien, il est 8e. Eh mon Dieu. Avant lui, on a Abramov, Kosarenkov qui sont les 2 premiers. Félix Lauzon, Jimmy Huntington, Simon Lafrance, c'est un des foreurs. Jérémy Baudin, Chase Harwell et finalement 8e, Maxime Comtois avec 7 points en 9 matchs. Et là, on a 3 gars qui ont 7 points jusqu'à maintenant en série. On a 3 gars avec 8 points également. Félix Lauzon qui en a 9. Kosarenkov qui en a 12. Et au haut de la pyramide, Vitaly Abramov avec 13 points en 10 matchs. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'attaque est extrêmement bien répartie. Une autre chose qui n'est pas à négliger, l'apport du vétéran gardien de but Étienne Monpetit, qui a connu une excellente série. Et on va en reparler tout à l'heure, mais ça va être tout qu'un duel de gardiens au 3e tour entre lui et Evan Fitzpatrick à Bathurst. Absolument, Fitzpatrick, on n'en a pas parlé, mais qui connaît des excellentes séries. Jusqu'à maintenant, là, même depuis qu'il est à Bathurst, Fitzpatrick, là, ça a été vraiment un vent de fraîcheur pour lui parce que la dernière saison et demie à Sherbrooke avait été très difficile, en tout cas en ce qui me concerne. Mais là, vraiment, je pense qu'il semble avoir trouvé ses repères, trouvé ses aises avec le Titan et connaît d'excellentes séries. Bref, pour revenir au Tigre, on le disait tantôt, hein, c'est une attaque qui est dévastatrice au point de vue production, mais qui est surtout très bien partagée. Tu as mentionné tantôt un gars comme Jimmy Huntington, qui était ni plus ni moins qu'un joueur d'utilité l'an dernier et qui a eu, disons, une importance beaucoup plus grande cette année au niveau offensif. Et c'est toujours plaisant de voir ça, surtout pour des amateurs qui sont habitués de voir ce joueur-là dans un rôle peut-être un peu plus effacé. Et là, de connaître une éclosion finalement et de connaître du succès, ça fait toujours plaisir à voir pour des amateurs et pour nous aussi, qui n'en sont peut-être pas nécessairement des amateurs des Tigres, mais qui sont capables d'apprécier ce genre de choses. Je suis d'accord avec ça.
Et bon, mais maintenant qu'on a conclu le deuxième tour, on peut peut-être se pencher vers les affrontements qui vont commencer très bientôt. D'ailleurs, les quatre équipes sont déjà fixées. Si on parle série Armada Islanders et Titan Tigre, comme on a mentionné tantôt. On va poursuivre. En fait, on a parlé de ces deux équipes-là dans les dernières minutes. Là, Batters contre Victoriaville. À quoi est-ce qu'on s'attend? Moi, je pense qu'on va s'attendre à un duel de gardiens qui va être très excitant. J'ai devant moi les statistiques de Evan Fitzpatrick et Étienne Montpetit. Chacun 10 parties jouées. Le nombre de minutes, ça se ressemble énormément. Le nombre de lancers également. Et la moyenne de buts contre pour Étienne Montpetit, 1,91 pour ce qui est d'Evan Fitzpatrick, 1,79. Le pourcentage d'arrêt, 930 pour Evan Fitzpatrick et 927 pour Étienne Montpetit. Ça se ressemble drôlement. Donc, ouais, statistique un peu à l'avantage de Fitzpatrick. Mais écoute, je veux dire, rendu là... Oui, à l'avantage de Fitzpatrick. Par contre, je pense que Fitzpatrick a une meilleure défense devant lui. Donc, ça va vraiment être un duel. On a deux excellentes attaques. On a deux bonnes défensives. Une excellente du côté du Titan. Je donnerais l'avantage à Étienne Montpetit au niveau des gardiens de but. J'ai peut-être un parti pris en étant... sans le vouloir nécessairement, mais je pense qu'Étienne Montpetit a prouvé plus de choses qu'Evan Fitzpatrick jusqu'à maintenant dans sa carrière. Honnêtement, je pense que c'est dur de se faire une idée sur cette série-là parce on est fort, du côté des deux formations, on est fort à tous les niveaux. Donc, c'est deux équipes qui se ressemblent beaucoup, en tout cas, selon moi, c'est deux équipes qui sont pas mal les deux bien balancées et ça va être vraiment intéressant. J'apporte ton attention du côté des unités spéciales. Les Tigres en avantage numérique, 20% d'efficacité, 10 buts en 50 occasions en 10 parties depuis le début. Et au 13e rang, on a le Titan d'Acadie Batters, 9,8%, seulement 4 buts marqués sur 41 occasions. Oh. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça pourrait faire une grande différence. Et si on va du côté de l'avantage numérique, par contre, qui est premier? Le Titan d'Acadie Batters. Seulement 4 buts d'accordés en 48 désavantages numériques, un pourcentage qui est tout près des 92%. Et si on descend, on a les Tigres de Victoriaville, 6e avec 84% d'efficacité. J'ai pour mon dire que tant que tu es en haut de 80, c'est potable. 84, c'est correct. 6 buts accordés en 38 occasions des avantages numériques. Donc, est-ce que c'est une série qui pourrait se jouer sur les unités spéciales? Encore une fois, j'ai bien l'impression que oui. Quand on a des équipes qui se ressemblent autant, qui ont des performances semblables depuis les dernières semaines, les derniers mois, à un moment donné, on arrive au détail là, aussi, là, et je pense que ça en fait partie. C'est pas comme avec une série où on a un écart grand, où on peut se concentrer sur des choses un peu plus larges, là, mais là, vraiment, on essaie de décortiquer et faut aller de plus en plus loin. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être un argument, mais tu as parlé de l'avantage numérique du Titan, ça peut débloquer vite un avantage numérique. On peut passer une séquence un peu plus noire et puis à un moment donné, ça décolle et puis on n'est pas arrêtable par la suite. Et il y a quelques duels qui vont être intéressants à surveiller dans ces séries-là. Je pense à Abramov-Rupstov, qui pourrait être quelque chose d'intéressant à surveiller, mais je pense surtout à Maxime Comtois et... Oui! Très bon point. Deux amis de longue date. Donc, Maxime Comtois, 7 points en 9 matchs, peut-être un petit peu en deçà des attentes niveau statistique. Je ne serais pas surpris de le voir exploser, lui. Et même du côté d'Antoine Morin, je m'en vais chercher ses statistiques à l'instant. 8 points en 10 matchs, lui qui nous a habitués à une moyenne supérieure à 1 point par match. On sait que c'est pas tout à fait la même chose en série. Seulement un but, 7 mentions. Peu joueurs qui, je suis convaincu, aimeraient pouvoir en donner plus à leur équipe. Donc, ça va être très intéressant de suivre ces deux-là. Ouais, par contre, je pencherais peut-être un peu plus vers Maxime Comtois. Je pense qu'il y a peut-être un peu plus le profil séries éliminatoires. Ouais, là, j'aime souvent dire... Là, depuis, je dirais, les championnats du monde junior et même depuis sa saison en général, moi, j'ai jamais été un gros fan de Comtois, mais plus je le vois jouer, plus je trouve qu'il fit dans le moule des Ducks, là, vraiment sur un moyen temps. Là. Une espèce de gros marqueur de but un peu cocky, là, c'est un peu à la Corey Perry, là, finalement. Je trouve vraiment que c'est un
c'est un bon match entre les deux et je pense vraiment qu'il y a peut-être le profil plus que Morin pour en tout cas avoir des bonnes séries éliminatoires, quoique il faut toujours donner la chance aux coureurs. On dit que le hockey change aussi, donc en tout cas. Mais pour le moment, ouais, je penserais peut-être plus vers les Tigres et vers Maxime Comtois pour ça. Et un autre duel qui va être intéressant à surveiller, Olivier Galipeau devant Étienne Montpetit. Il y a beaucoup d'anciens foreurs dans ces deux équipes. Ouais, Simon Lafrance. Regarde ça vite fait. Cole Refuse du côté du Titan, Simon Lafrance, Vincent Lanoux, qu'on a tendance à oublier, qui a jamais réussi à faire vraiment sa niche à Val-d'Or, mais qui l'a fait de très belle façon à Victoriaville. Absolument. Donc pour les gens de Val-d'Or, quand même une série qui va être très intéressante. C'est vrai. On va passer à la dernière série, Boisbriand Islanders. Bon, ben, les Islanders, est-ce qu'ils vont être capables encore de créer la surprise? À mon avis, non. L'équipe Cendrillon va prendre une débarque. Ce que je me suis dit, je crois que c'est hier que je parlais de ça avec un ami. Est-ce que je vais arrêter un jour de sous-estimer les Islanders? Je regardais ma prédiction. J'avais vraiment envie de mettre Armada en 4, mais on dirait que c'est rendu difficile de le faire. Mais je le fais quand même. Non, Armada en 5. Il va donner un match à Islanders, tout simplement, parce que ils sont sur une lancée, ils sont sur un nuage. Rendu là, est-ce qu'ils ont encore une pression, eux, contrairement à l'Armada? Absolument pas. C'est ça, donc moi j'aime beaucoup donner souvent un ou deux matchs aux underdogs des séries. Donc, eux qui ne jouent avec aucune pression. Donc, j'ai hâte de voir comment les Islanders vont être en mesure de se débrouiller devant la machine de l'Armada. Des gars comme Drake Batterson, Alexandre Alain, Alex Barré-Boulet. Du côté des points, là-bas, c'est vraiment impressionnant. 18, 17, 13. Joël Teasdale qui a eu des bonnes séries avec 13 points. Même chose pour Alexander Kateginakis. Luke Heinemann qui a 9 points, lui en seulement 7 parties. Alex Barré-Boulet qui a 13 points, qui n'est pas chez les meilleurs pointeurs de son équipe, qui est quand même le 3e. Ouais. De moins que les deux premiers, donc 13 points en 12 parties. Des gars comme Remy Engelhardt, que j'ai beaucoup apprécié regarder jouer à Val-d'Or, qui ont des joueurs qui ont leur rôle vraiment et qui font bien leur rôle. Et devant le filet, on a donné 2 matchs amical de Denisov devant les Wildcats de Moncton. Est-ce qu'on va y aller avec Émile Sanson en demi-finale? Une chose est sûre, Émile Sanson qui a bien fait jusqu'à maintenant dans les séries. Denisov, j'ai pas été très impressionné. Qui a un pourcentage d'arrêt de 905, 915 pour ce qui est d'Émile Sanson. Personnellement, j'irais vraiment avec Émile Sanson sans me poser trop de questions, mais j'ai bien hâte de voir. Oui, certainement. Et écoute, moi, c'est un peu la même chose. Je veux dire, j'ai passé l'année à sous-estimer les Islanders, puis à chaque fois, je me suis fait pogner. Fait que là, en tout cas, écoute, je ne souhaite que ça. Moi, voir une équipe Cendrillon passer, surtout qu'on en a parlé tantôt, là, quand on connaît l'historique d'échec, si on veut, des Islanders, moi, je trouve ça bien de les revoir là. Il faut se rappeler aussi, ces deux équipes qui se sont affrontées l'an dernier. Il ne reste pas beaucoup de joueurs des Islanders qui étaient là, mais quand même, là, ça reste assez récent. Est-ce qu'on va vouloir, on va certainement vouloir prendre notre revanche. La question est, est-ce qu'on va être en mesure de le faire? C'est un duel qui, en tout cas, sur papier, semble beaucoup moins égal que celui de l'an passé. Mais écoute, moi, je pense que devant le filet, moi, je dis toujours que ça peut jouer là. Une équipe peut aller vraiment loin avec un gardien. C'est le joueur en tant que tel qui peut changer le plus de choses. Et selon moi, les Islanders ont sur ce point-là l'avantage sur l'Armada. Sans rien enlever à Émile Sanson, Matthew Welch, saison extraordinaire, série extraordinaire jusqu'à maintenant. Et à mon avis, il n'y a pas de raison que ça arrête de se produire à ce moment-là. Par contre, est-ce qu'il peut faire tout seul? Non, pas nécessairement. Surtout pas contre une machine comme l'Armada. Va certainement avoir besoin d'un peu de magie. Ou en tout cas, dans ce genre-là. Ou peut-être qu'on va voir les Islanders jouer le meilleur hockey de leur saison au cours des prochains jours. Sait-on jamais. Mais c'est certain que logiquement, on place l'Armada gagnant, mais je pense qu'il pourrait peut-être quand même avoir quelque chose. Ouais, je pense que, comme j'ai dit, est-ce qu'on va un jour arrêter de sous-estimer les Islanders?
Là, je pense qu'il y en a peut-être qui vont avoir tendance à les surestimer, peut-être justement avec les surprises. Est-ce que ça peut continuer? Sincèrement, je le souhaite aux partisans des Highlanders. Mais écoute, je pense que ça va jouer sur la patinoire, ça va jouer au niveau des gardiens de but. Et j'ai bien hâte de voir. Ah, certainement. Alors, on va assister à une finale Victoriaville-Boisbriand, alors? J'ai bien l'impression que ça va ressembler à ça. Une finale qui serait très intéressante, on va se le dire. Mais encore là, j'ai hâte de voir parce que le Titan qui va certainement vendre chèrement sa peau et les Highlanders qu'on ne doit pas compter pour battus dès maintenant. Non, certainement. Oui, écoute, on dit Victoriaville, mais c'est terriblement difficile. Ça va être là. Absolument. Vraiment, là, les amateurs de hockey au Québec, là, ça que le Canadien n'est plus là. Regardez là, cette série-là, Victoriaville Batters, là, ça va être du sapristi de bon hockey. J'en suis absolument convaincu. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour de ça et j'espère que les partisans vont apprécier le spectacle. Oui, écoute, on le souhaite. Sinon, est-ce que tu voulais avoir un mot de la fin, quelque chose à ajouter? Un mot de la fin, moi je pense que on est gâtés en ce moment au Québec avec les séries qu'on a, la surprise des Highlanders, mais moi je me suis les autres ligues de la Canadian Hockey League, donc la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ontario, et là, je tenais à parler de l'Attaque de Owen Sound qui force un 7e match contre les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Le 6e match, les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie qui ont été considérés comme la meilleure équipe au Canada tout au long de la saison. Oui. Donc, au 6e match, 7-1, une victoire de l'Attaque de Owen Sound qui ont dominé au niveau des lancers 46-25. Oh boy. Donc, le 7e match qui va se dérouler le 17, donc demain. La vidéo, je ne sais pas à quel moment tu as l'intention de publier. Peut-être que ce match-là va être joué. Sinon, ce soir, au moment où on se parle en date du 16 avril, c'est dans un autre 7e match qui va se dérouler, lui, dans la Western Hockey League, donc la Ligue de l'Ouest, entre les Broncos de Swift Current. Exactement. Contre les Warriors de Moose Jaw. Donc, une autre série qui a été amenée à un 7e match. Et une excellente des bons joueurs. Je pense aussi à Tyler Steenbergen, à des gars comme Alexis Eponimi, son coéquipier. Brett Oden, de l'autre côté, Jalen Obegawatch. Donc, vraiment un 7e match que je vais suivre ce soir et bien hâte de voir le résultat. Oui, absolument. Et à ton avis, je te pose la question, c'est des joueurs qu'on connaît beaucoup. Qui a selon toi le profil pour aller jusqu'au bout? Miserais-tu plus sur Moose Jaw ou sur Swift Current? Ben moi, j'apprécie beaucoup un gars comme Brett Oden. Je trouve qu'il y a vraiment il y a le gabarit pour des séries. Justement, tu parlais de Maxime Comtois. Je pense que Oden, c'est un gars comme ça, un petit peu le capitaine des Warriors, qui a connu une bonne saison. Cette année, il a été blessé, il a manqué beaucoup de matchs, notamment à cause du championnat du monde junior, mais 75 points en 49 matchs, un différentiel de plus 28. Et si je regarde ses statistiques jusqu'à maintenant dans les séries, 15 points en 3 et 8 passes. Donc, je pense que il a le profil pour amener son équipe loin. Mais par contre, on a des gars comme Steenbergen et Nponimi de l'autre côté. Je vais aller voir leurs statistiques. Cette année, Nponimi, on le sait, 118 points en 57 parties. En série jusqu'à maintenant, un gros total de 0 but, mais 16 passes. Ah, mais exactement. C'est le penseur, c'est pas le marqueur. Là. Et là, si on va voir du côté de Tyler Steenbergen, lui, 102 points cette saison en 56 matchs. Lui, il a 9 buts et 7 passes en série. Donc, sérieusement, ça va être un excellent match ce soir. J'ai hâte de voir. Qui a le plus? Moi, je mettrais l'avantage aux Warriors de Moose Jaw, qui ont, soit dit en passant, remporté le championnat de ligue. 6e match en 3e prolongation, ce 6e match-là qui s'est rendu. Et ils ont remporté 3-2. Et les Broncos qui ont dirigé pas moins de 60 lancers vers le gardien des Warriors. Wow. Oui, absolument. Et tu parlais tantôt de Comtois avec Howden. Si je ne me trompe pas, Howden était celui qui complétait le trio avec Comtois et Alex Formenton des Knights de London. Ouais. Et c'était un trio qui, à mon souvenir, en tout cas, fonctionnait assez bien. Ce qui était un peu le 3e trio d'équipe Canada et avec des gros bonhommes comme ceux-là qui faisaient un job
un job honorable et qui quand même réussissait là, à mettre des points sur la table. Aussi, un gars à pas oublier du côté des Warriors, le défenseur Kale Clagg, qui a connu une solide saison. Oui. Avec 71 points en 54 parties, un différentiel de plus 42. Et en série jusqu'à maintenant, ce que ça donne, c'est 14 points en 13 parties. Donc vraiment, pour un défenseur, c'est ça? Oui, c'est ça. Un défenseur plus, vraiment des beaux joueurs du côté des deux formations. J'ai très hâte de voir le dénouement de ce match-là. Et j'ai hâte de suivre une de ces équipes-là, selon à la Coupe Memorial. Et en tant qu'à parler de la Coupe Memorial, les Pats de Regina qui ont été éliminés récemment. Donc, ceux qui recevront la Coupe Memorial qui ont vraiment déçu en série. Donc, bien hâte de voir. On se rappelle des Cataractes de Shawinigan il y a quelques années. Ben, on se rappelle des Spitfires de Windsor l'année passée aussi. Ouais, ça d'ailleurs, là, quel triste système. Écoute, on parlait, il y a eu cet article là, qui était sorti à propos, c'est quand il y a eu l'accident d'autobus là, des Broncos d'Humboldt, et là on parlait de peut-être modifier le système en tout cas de séries éliminatoires, ou en tout cas pour le voyagement et tout ça. Et puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Je m'en rappelle plus. En tout cas, on voulait en tout cas modifier le voyagement. C'est ça. Je voulais dire que le système de série dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec reste selon moi le meilleur des trois ligues, en fait, là, parce que on l'a déjà fait, là, donner des laissez-passer, tout ça, et des bails, un peu comme au football, et puis ça fonctionne pas parce que tu as des équipes qui perdent des revenus, puis là ils perdent un peu leur momentum, ils perdent un peu leur élan, fait que là finalement ça te donne pas tant un avantage de finir en haut du classement et tout ça. Et puis quand on regarde des équipes comme dans l'Ontario, où l'année passée on a eu une série de premiers tours entre London et Windsor qui était une série au moins de calibre de demi-finale, et tu te ramasses que tu as une équipe de tête qui sort en première ronde, un peu comme dans la Ligue nationale. Alors, mais bon, finalement, Windsor avait gagné la Coupe Memorial pareil, mais bref, est-ce que la même chose va se produire cette année? Est-ce qu'encore une fois, l'équipe haute va repartir avec le trophée? Sérieusement, je ne pense pas. Je pense que ça va être difficile pour les Pats de Regina qui ont connu une saison extrêmement difficile. À un certain moment donné, en fin de saison, on parlait même peut-être de les voir exclus des séries. Ça allait loin comme ça. Je peux me dépêcher à aller voir le classement de la WHL, voir comment ça s'est terminé, tout ça. Mais je sais que quand même, assez tard dans la saison, on parlait vraiment d'une possible exclusion des séries pour les Pats de Regina. Donc, je suis sur le site de la WHL. Comptait quand même sur plusieurs bons joueurs là, à un certain moment, il faut le dire aussi. Là. Donc, si je check au niveau vraiment overall, Regina, qui ont terminé 7e, donc c'est pas si pire que ça. Sur les 16 premières équipes qui font les séries sur 22. Par contre, un pourcentage de victoire de 604. Donc, à un moment donné, je me rappelle que il était vraiment à la limite au-dessus des. Donc, okay. Ils ont quand même connu une bonne fin de saison. Dans leurs 10 derniers matchs de saison, en fait, 8, 1 et 1, donc une victoire et seulement 2 défaites. On est allé chercher ces points importants-là à la fin de la saison. À ce moment-là, oui, on a terminé la saison avec 7 victoires, mais je me rappelle qu'à un certain moment, c'était très inquiétant de ce côté-là parce qu'on se demandait. Ça aurait été vraiment le comble du ridicule de voir une équipe exclue des séries à la Coupe Memorial. Ça aurait été triste là aussi en même temps. Ben oui. Si la formule reste la même, ça va finir par arriver. Pas dans la GMQ ou dans une ligue où il y a seulement 2 équipes exclues. Ouais, c'est ça réduit tes chances pas mal. Là, mais dans la WHL, c'est quand même 6 équipes qui sont exclues des séries, dont une cette année, les Blaze de Saskatoon, qui ont au-dessus des 500 de moyenne de victoire. Ouais, ben, tu parles des Blades aussi. Écoute, si je me trompe pas, quand ils avaient accueilli la Coupe Memorial il y a déjà quelques années, il y avait. Écoute, je suis pas sûr. Il me semble qu'il avait fait les séries, mais il s'était fait sortir au premier tour. Il y avait vraiment pas un gros club, et disons que leur passage au tournoi de la Coupe Memorial avait été de très courte durée. Ouais.
Alors, sur ce, Maxime, je pense qu'on peut mettre fin au podcast, à cet épisode du podcast. Possiblement qu'on fera un épisode peut-être pour préparer la finale qui va s'en venir bientôt. Peut-être justement quand le championnat aura été terminé. Certainement pour la Coupe Memorial, ouais, pour mettre la table à cette Coupe Memorial-là. Moi qui suis en plus les activités de tout bord, de tout côté de la Ligue de hockey canadienne, je trouve ça intéressant. C'est la première année vraiment que je suis la Ligue au rang complet. Avant, je suis beaucoup la LHMQ, mais là, je vois qu'il y a vraiment du beau hockey un peu partout de l'Est à l'Ouest du Canada. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte justement à la Coupe Memorial où on va pouvoir voir les 3 ligues. Et la Coupe Memorial. Chaque année, ce magnifique tournoi qui unit tant d'amateurs d'un peu partout. C'est vraiment, on voit pas ça, on voit pas ça partout. Je trouve d'avoir, des gens d'un peu partout au pays. Je veux dire, c'est grand en tabarouette, là, le Canada aussi, à un moment donné, là. Et c'est pas nécessairement des grands centres, là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était Toronto contre Montréal ou, je veux dire, oui, il y a des équipes à Québec, à Vancouver, à Calgary, mais je sais pas, je trouve que ça a une espèce de petit de caractère, c'est ça, un peu plus spécial, là. Le fameux tournoi de la Coupe Memorial. Bon, on va s'arrêter, on va bien finir par arrêter de parler, nous autres. Ouais, c'est ça. Je remercie les gens, nos auditeurs d'avoir été là comme à l'habitude et on se parle une prochaine fois. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.